mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les indépendances africaines. Est-ce que nos pères de l'indépendance avaient-ils raison de demander cela? Est-ce que notre indépendance est quelque chose de bon aujourd'hui, 60 ans après? Est-ce que avions-nous raison d'avoir ces indépendances aujourd'hui? Et pour parler de cela, j'ai vraiment, je dis toujours l'insigne honneur de recevoir une intelligence de mon pays, Patrick Balelo. Très heureuse d'être avec nous, Patrick Balelo. Merci beaucoup, madame. Nous allons parler des indépendances africaines. Je commence par attaquer par cette phrase. Est-ce que l'Afrique n'a-t-elle pas pris un mauvais départ dès 1960? Parce que j'ai lu un bouquin sur ça, l'Afrique est mal partie. Déjà dès 1960, l'Afrique était mal partie par rapport aux indépendances. Et 60 ans après, nous en payons les prix aujourd'hui. Est-ce que nos pères de l'indépendance, Patrick, avaient-ils raison de vouloir cette indépendance sans y être préparés? Il y a une réalité que beaucoup de gens ignorent. L'indépendance n'était pas le produit de pères de l'indépendance, mais c'était plutôt une émanation du dégoût de la population face à l'oppression dans laquelle ils avaient eu à subir pendant des décennies, si pas des siècles. Et par rapport à ces mouvements, il manquait des figures qui devaient incarner le mouvement. Comme de nos jours, par exemple, tout ce mouvement que nous constatons de gens qui veulent un changement. Mais en réalité, il n'y a pas de gens qui incarnent ces changements-là. Et ceux que nous qualifions comme étant de pères des indépendances africaines étaient en réalité des figures qui ont surfé sur des mouvements qui étaient d'origine populaire. Parce que les populations ne supportaient plus les degrés d'oppression et de ségrégation qu'ils vivaient durant les époques coloniales. En fait. Il y a eu plusieurs pays qui ont colonisé l'Afrique. Oui. Il y a eu la France, la Belgique, l'Allemagne. Non, l'Allemagne en quelques mois, c'était Namibie, Rwanda. Non, mais pas quelques pas mois. Cameroun. Durant la Première guerre mondiale. Durant la conférence de Berlin. L'Allemagne a eu quel pays? L'Allemagne a eu le Rwanda. Le royaume du Rwanda, il a eu le royaume de Urundi, qui est devenu l'actuel Burundi. Et la Namibie. Il a eu la Namibie. Exactement. Ouais. Et le Cameroun aussi. Il ne faut pas oublier. Le Cameroun, oui. Le Cameroun est actuellement considéré comme étant anglophone. Anglophone. Ouais. Donc il y a eu plusieurs pays européens qui se sont partagés. L'Italie, mais il n'a pas réussi avec l'Est. L'Italie a réussi avec Haïlé Sélassie à l'époque. Parce qu'ils ont perdu les batailles avec... mais l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. L'Éthiopie a été aussi soumise à la colonisation durant l'époque de Mussolini. Parce qu'avec Ménélique, ça n'avait pas tenu. Et en revanche, quand Mussolini a pris le pouvoir, c'était parmi le premier point qu'il s'est attaqué, c'était récupérer cette zone-là, et c'était comme ça qu'Haïlé Sélassie était allé en exil. Ah ok, ouais. Je vois. Parce que nous, on nous a appris que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée en fait. Elle a subi la domination italienne. Ouais. Voilà, presque tous les pays européens, à part les pays scandinaves, j'ai l'impression, qui ont colonisé. Ils avaient commencé. L'Hollande avait commencé à un moment donné, mais là c'était... La Hollande, c'est en Amérique, c'est aux Amériques. Même en Afrique ici. Ah bon? Parce qu'au fait... Durant les conciles qui se sont faits, les traités qui se sont organisés en Europe avec l'Église et les autorités européennes, dans la division du monde, à l'époque, il n'y avait que deux grandes puissances. Il y avait l'Espagne et le Portugal, qui étaient des puissances navales, aux alentours de 1400 et quelques. Et pendant ce temps, l'Église... L'Angleterre est venue après. L'Angleterre, la France, l'Italie et tout le reste là sont venus après. Eux, ils sont venus pendant qu'ils ont constaté qu'il y avait un désordre dans le pillage des ressources et ils se sont entendus. Pour le cas du Congo singulièrement, parce que c'est le Congo qui a déclenché la conférence. Nous allons en parler, la conférence de Berlin. Ouais. Mais la différence de ces colonisations, parce qu'aujourd'hui, nous qui voyageons un peu, nous sentons que les Belges étaient très... vraiment, avaient presque pratiqué l'apartheid en République démocratique du Congo. C'était l'apartheid. Voilà, c'était presque ça. Mais quand vous allez en Angola, par exemple, avec les Portugais, en France, il y avait une sorte de... Il y avait aussi une forme d'apartheid en Angola. Parce que, sûr, mais il y a beaucoup de métis en Angola. En fait, c'est une façon j'imagine un peu. Mais il y avait plus un rapprochement entre les Portugais et les Angolais que nous avec les Belges. Il faudra comprendre les politiques coloniales appliquées en Afrique. Il y avait des colonies de protectorat. Dans ces colonies-là, on considérait les humains qui sont là comme étant... Des meubles? Presque des hommes. Des hommes. Ça, c'est les protectorats.
Et il y avait les colonies d'exploitation. Comme le Congo Comme belge. le Congo. Donc l'Afrique équatoriale francophone et l'Afrique, l'AOF et l'Afrique, l'AEF et l'AOF au fait. Et le Congo y compris et d'autres coins aussi. C'était considéré comme étant de lieux où on devait puiser les matières premières. Donc les humains qui étaient là n'étaient pas considérés comme étant humains. Ils étaient considérés comme étant des esclaves en quelque sorte, mais qu'on utilisait à corvée, bon gré mal gré, d'après les intérêts de ces colonies. Et il y avait les colonies de peuplement, comme l'Angola. Il y avait aussi le colonie de peuplement. Non, l'Angola n'a pas pas connu. Comme l'Afrique du Sud. L'Angola a connu une certaine forme d'assimilation coloniale, parce que dans le protectorat, il y avait aussi une certaine forme d'assimilation. S'il y avait deux grandes politiques aussi dans la manière d'appliquer cette colonisation. Il y avait ce qu'on appelle l'assimilation coloniale, qui consistait à effacer les racines des autochtones, à effacer tous les repères culturels, à l'idée de les assimiler aux sociétés occidentales qui les dominent, pour éviter le particularisme, pour éviter les tendances de rébellion et consorts. Parce qu'on se disait, quand on détache l'Africain ou on détache le colonisé de sa nature et de sa réalité, il devient malléable. Okay. Et là, il ne sera plus rentrer dans sa nature, mais il ne ressemblera jamais aussi à la nature de l'idéal de l'homme occidental. Donc, au-delà de ça, il y avait une autre forme qui était appliquée surtout plus par les Anglais, qu'on appelle l'indirect rule, le self-government. Ça consistait à laisser les autochtones avec leurs organisations ancestrales. Comme en Afrique du Sud. Comme en Afrique du Sud, comme au Nigeria. Mais dans le secteur francophone, c'était aussi appliqué, parce que les gens oublient souvent que le Rwanda et le Burundi faisaient partie des provinces de la RDC à partir de 1925 jusqu'à l'indépendance de la RDC. C'est ce qu'on appelait la septième province de la RDC. Le Rwanda, le Burundi, qui était une ancienne colonie allemande, aussitôt que les Allemands ont perdu la Première Guerre mondiale, la Société des Nations les a confiés aux Belges à partir de 1923 et l'effectivité était en 1925. Congo, Rwanda, Burundi, c'était le nom de cette partie-là dirigée par la Belgique. Mais la singularité dans l'administration, c'était que dans le Rwanda-Burundi, les Belges ont laissé une politique que les Allemands avaient laissée là-bas, qui consistait à faire une gouvernance indirecte, qu'on appelle une direct rule, qui consistait à laisser les structures endogènes, politiques, endogènes. Oui, indigènes aussi, hein, selon eux. Le mot indigène, je n'aimerais pas employer ça parce que c'est un peu trop péjoratif. Mais dans le contexte que je dis, c'est endogène, c'est-à-dire de ce peuple-là qui était déjà... Parce que les gens oublient une chose. Je prends l'exemple du peuple rwandais ou même burundais. Le Rwanda, c'est une civilisation qui a duré ensemble pendant plus de 500 à 600 ans. Ce sont des Nilotiques qui provenaient de Il y a des thèses... de l'Égypte. C'est une thèse venue par les Hollandais qui sont arrivés en premier lieu là-bas. Mais cette thèse s'est avérée fausse d'après les études génétiques qui se sont faites auprès de la population rwandaise. On constate qu'il y a plus de gènes bantous que les gènes nilotiques, qui représentent moins de 2 ou 3% de population. Donc, au fait, qu'est-ce qui se fait? Les Blancs sont venus croiser une civilisation très structurée, très organisée. Et par rapport à ça, ça les dépassait. Parce que dans tout le reste de l'Afrique, où ils ont fait passer l'esclavagisme pendant plus de 400-500 ans, ils s'étaient rendus compte que les sociétés n'étaient plus assez organisées. Mais quand ils sont revenus à l'idée de coloniser cette fois-là, ils ont constaté dans la partie Est, singulièrement dans le royaume des Grands Lacs, tels que le Rwanda et le Burundi, ils ont constaté des royaumes ultra hiérarchisés, ultra organisés, et ça les dépassait. Et par rapport à ça, ils ont croisé une certaine forme de hiérarchisation sociétale, parce que la société rwandaise était en forme de castes sociales, les castes des dirigeants, les castes de population simple, mais aussi le caste des travailleurs. Il y avait le caste des dirigeants qu'on appelait les Tutsi, qui signifie en réalité une certaine forme de richesse. En réalité, le terme exact, c'est le clan. Le Tutsi, les Hutus et les Tswa. Parce que quand on parle d'une ethnie... Le Hutu était le cultivateur, en fait. On parle d'une ethnie, l'ensemble des populations partageant une même langue, partageant une même spiritualité, partageant les mêmes us et coutumes. Quand on parle des Bakongo, on constate ces éléments-là reviennent quasiment dans tous les sous-ethnies Congo. Quand on parle des Luba, on remarque la langue, on remarque la spiritualité Luba, on remarque les us et coutumes Luba. Et quand on parle du Rwanda, il y a une langue qui était le Kinyarwanda, il y a une divinité qui s'appelait Imana, il y a eu des us et coutumes qui étaient des pratiques quasiment dans tous ces sous-clans-là. De même aussi dans le royaume de Burundi.
Mais maintenant, ça les avait dépassés. Mais comment ces gens peuvent être... Ils ont tout fait pour détruire cela. Ils ont tout fait pour détruire cela en introduisant une idéologie inspirée de la Bible, en disant que ces gens ont des racines juives, pour faire en sorte de perdurer, de créer une division entre ce peuple qui a vécu ensemble pendant longtemps, descend d'un Salomon imaginaire, parce qu'en réalité, ce ne sont pas des personnages historiques, pour créer une certaine forme de division. Et cette division a fait en sorte que les gens qui ont vécu ensemble pendant longtemps, on a pu élever le clan qui était au pouvoir. À l'époque, le Mwami appartenait au clan des Batutsi. Mais en réalité, quand on devient Mwami, on n'est ni Tutsi ni Hutu. Il incarne en réalité la royauté là-bas. Mais on a pu faire en sorte que le caste qui symbolisait ces gens-là un peu géants et consorts, que par erreur, la caste dominante, et on les a fait entrer l'idéologie, après avoir fait des massacres, parce que les Allemands ont fait des séries de massacres des masses, parce que ces peuples ne voulaient pas abandonner leurs us et coutumes, comme la majorité des peuples d'Afrique. On a fait des massacres. Les Africains ont résisté quand même à la venue du blanc, à la venue du colon. L'image, on a l'impression que le noir était trop passif, que le noir, vraiment, c'est comme une éponge qui a tout assimilé et n'a rien gardé de Je prends l'exemple de l'ethnie Congo. L'Empire Congo, parce qu'en réalité c'est un empire, ce n'était pas un royaume. C'était pas un royaume. C'était pas un royaume en soi. En soi, il y avait beaucoup de royaumes à l'intérieur. Okay. L'Empire Congo tire ses origines aux alentours de 800. Après, à 800 après l'an 0. Si Jésus-Christ n'est pas un personnage historique aussi. 800 après l'an 0. Et ça s'est définitivement éteint aux alentours de 1800. Juste après la... Donc quasiment un millénaire de civilisation. Donc on n'était pas bêtes. Pendant tout ce temps, pour faire perdurer une civilisation pendant autant de temps, il fallait des bases. Il fallait une certaine organisation, une sophistication solide que nous manquons de nos jours. Parce que quand on regarde les civilisations que nous avons créées, la civilisation occidentale de nos jours, on constate qu'il y a trop de variations à l'échelle des siècles. On voit par exemple les États-Unis, ça dure de combien d'années? Peu d'années, mais déjà maintenant on sent que la civilisation se souffle. On regarde les civilisations occidentales telles que nous le connaissons, on sent le soufflement. Mais pour qu'une civilisation perdure dans le temps, il faut une certaine forme de sophistication de l'organisation, il faut une certaine forme d'organisation administrative de toute une masse de populations. Parce que les territoires, par exemple, de l'Empire Congo, c'était quasiment équivalent de plus ou moins le 2/3 du Congo actuel, si pas le 1/3. Ça se retrouvait quasiment dans 3 ou 4 pays africains. Donc le Congo, d'ici, l'Angola, le Congo-Brazzaville et jusqu'au Gabon. Pour organiser une telle réalité territoriale, il faudrait une certaine forme de sophistication. Mais comment les Blancs, quelles sont les techniques que les Blancs ont utilisées pour nous coloniser? Parce que vous avez dit qu'il faut une solide organisation pendant plus de 1000 ans pour le royaume Congo. Je n'ai pas fini, j'arriverai à votre question, mais il y a un élément central que je voulais préciser. Il n'a fallu que l'arrivée du premier blanc qui est venu dans ce empire, entre autres l'individu Diego Cao, pour pouvoir constater qu'il y a eu changement dans l'organisation de cet empire jusqu'à sa destruction en 1800. Donc, pendant à peu près 400 ans, cet empire a résisté. On ne parle pas, par exemple, de la reine Zinga, qui a pu mener la guerre contre les colonisateurs ou les esclavagistes occidentaux. Maintenant, on appelle ça Angola. Parce qu'en réalité, le Congo avec C, c'est une invention de 1885. Je vous incite à suivre d'ailleurs. Il y a même une série sur la reine Zinga. Je ne sais pas si c'est sur Canal Plus ou sur... Mais on a fait une série sur la reine Zinga. Nos pays tels qu'ils sont là, en réalité, c'était des enclos coloniaux d'un groupe de Blancs qui se sont partagés l'Afrique d'après leurs besoins, d'après leur autorité sur le terrain. Et il se fait que telle partie de tel empire ou de tel royaume qui se retrouvait sous l'influence d'un tel, directement a pu appartenir à un tel. Donc, par rapport à ça, on ne peut pas parler du Congo avant 1885. Il y a un débat, Patrick Balelo, nous suivons ce débat, le bilan de la colonisation. Certains occidentaux disent que la colonisation a été positive pour l'Afrique. Ils ont apporté la civilisation en Afrique. Ils ont apporté la civilisation occidentale en effaçant les civilisations africaines. Parce que, qu'est-ce qu'on appelle civilisation? C'est un mode de vie d'une société donnée. Donc, une manière de vivre. Et ils sont venus, ils ont croisé des gens avec leur manière de vivre qui était plus humaine. Parce que quand on parle aussi dans une autre dimension de définition du mot civilisation, c'est-à-dire une personne qui sait vivre en société, ils ont croisé des gens qui ont pu organiser des sociétés assez stables, assez durables dans le temps. Mais ils sont venus avec leur modèle, ils ont sémé le chaos, la zizanie, et ils ont imposé les leurs à travers leur politique d'assimilation. Comment ils ont fait pour Mais l'infiltration,
Ils ont commencé, en réalité, nous avons eu des faiblesses. Le rapport qu'on a avec l'étranger. Eux, chez eux, avec l'évolution de l'humain au niveau occidental, avec les réalités climatiques de régions européennes, quand on croise un inconnu, on a un autre rapport. À une certaine époque, parce que les réalités ont pu changer avec le temps, le rapport est que l'Europe était un monde où il y a rareté de biens, rareté de ressources. À tout instant, il y a 4 saisons. Dans ces 4 saisons, à l'époque, il n'y avait pas tous ces avantages que nous voyons. Et il y avait rareté de plantations, rareté des matières et consorts. C'est ce qui les a même poussés à aller au-delà, pour aller chercher les matières. Parce qu'ils sont tombés ici, simplement parce qu'ils pensaient aller prendre les matières aux Indes. Et par hasard, ils sont tombés ici et ils se sont rendus compte que nous, on leur donnait cela. On avait un autre rapport avec l'inconnu. Est-ce que l'Africain est-il, c'est vrai par rapport à ce rapport, est-ce que l'Africain est-il pas inférieur, mais trop il était civilisé. Naïf? L'Africain n'est-il pas naïf? On peut considérer ça une certaine forme de naïveté dans les règles du monde actuel, parce qu'en réalité, eux, ils sont venus en concurrent pendant que nous les avons reçus en amis, en frères, parce que dans notre spiritualité africaine, tout humain ou toute forme de vie est une émanation de soi-même, mais sous une autre forme. Différemment de chez eux, où quand vous croisez un inconnu, il faut protéger ce que vous avez comme ressource. Ce sera soit vous, soit lui. Donc le rapport a souvent été conflictuel. Différemment de nous autres, où il y avait une certaine abondance de biens, une certaine abondance de ressources, le rapport avec l'autre, le rapport avec la nature était équilibré. Parce qu'on se dit que la nature, l'humain, l'animal, c'est un autre ancêtre qui s'est incarné. C'est pas cette nature, Patrick Balelo, qui est aussi la source de notre faiblesse. C'est cette nature qui nous a fragilisés. Cette nature civilisée, on a été en face de barbares qui n'avaient pas de notion de dialogue, de conversation, qui n'avaient pas le sens de rapport d'amitié avec les autres, qui avaient des idées malicieuses, face à des gens qui avaient un esprit ouvert. Esprit ouvert. Aux 60 ans aujourd'hui, après, c'est vraiment ça l'objectif de cette émission aussi. Est-ce que la décolonisation nous a été bénéfique aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, les gens, moi j'ai rencontré des gens, Patrick Balelo, qui disent, sous la colonisation, on avait éradiqué telle ou telle maladie. Sous la colonisation, par exemple, les écoles fonctionnaient. Sous la colonisation, il y avait de l'eau, il y avait peut-être pas d'électricité, mais quand même, les besoins primaires étaient OK. Hein, on mangeait, tout ça va. Comme ces gens, ils sont de quelle année? La plupart sont des gens nés aux alentours de 60, peut-être 50, fin 50, qui n'ont pas vécu la colonisation. Moi, j'ai discuté avec les gens qui ont vécu la colonisation. J'ai fouiné un peu sur la colonisation. Et ce qu'ils disent là, ça n'incarne pas les réalités de fait. Parce qu'en réalité, sous la colonisation, l'Africain n'était pas un humain. Il était un objet meuble. Regardez le film de Bakanja. Ce film vous donnera à peu près l'image du climat qui existait durant cette période-là. L'Africain n'était pas un humain, c'était un objet meuble qu'on appelle esclave en quelque sorte. Mais un esclave dont ils ne pouvaient plus déporter en Amérique, mais qu'ils ont jugé bon d'utiliser sur terrain. Il était corvéable, bon gré, malléable à souhait, selon la volonté de l'occupant qui était le blanc. Vous voyez l'Ongangue? Vous voyez l'histoire des Bakanja, c'était quasiment les réalités. Et je ne pense pas que si on prend les gens de nos jours, on les transposait dans cette réalité-là, ils seraient ravis de dire ce qu'ils sont en train de dire. Nous avons vécu l'apartheid ici. On se rend compte, les territoires par exemple de la Gombe, un autochtone ne pouvait pas avoir accès. Il y avait une limitation. Il y avait une limitation, un autochtone ne peut pas avoir accès. Les hôpitaux qu'ils ont créés, déjà ils n'ont pas créé assez d'hôpitaux, ni assez de bâtiments institutionnels, pendant plus ou moins 80 ans, 80 ans de colonisation. Vous vous rendez compte que tout ce coin-là, c'était réservé que à eux, ou soit aux autochtones qui travaillaient pour leurs intérêts d'exploitation. Jardiniers. Voilà, pour les autres, ils étaient dans des ghettos. Et dans ces ghettos, les Noirs mouraient graves, des maladies extrêmes. Qu'est-ce qu'on vit maintenant? On vit une période où on a pu changer, l'occidental a pu modifier son passé colonial pour se dédouaner de sa responsabilité de toutes les bêtises qu'il a eu à commettre ici. Et à travers son éducation qui prépare déjà l'esclavagisme psychologique des Africains, on a pu avoir des dirigeants qui sont allés aussi sur ces schémas-là que le colonisateur avait besoin pour que même s'ils ne sont plus présents, nous avons des nouveaux colons. Nous avons de nouveaux colons africains qui ont pu étudier
d'après les paradigmes occidentaux plutôt, et qui ont simplement remplacé les anciens colons en anciens colons africains, mais qui travaillent pour l'intérêt de qui? Il suffit de voir le plus grand bénéficiaire de tous ces désordres qui se trouvent ici en Afrique. Patrick Balelo, est-ce qu'aujourd'hui il y a une civilisation africaine, ou réduisons une civilisation congolaise par exemple? Est-ce qu'on a encore des repères de notre propre civilisation aujourd'hui? Nous sommes en train de nous construire. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Le monde évolue dans l'entropie, c'est-à-dire dans la ligne du temps. La ligne du temps impose une évolution perpétuelle. Et ce que nous constatons, il y a eu un moment où nous avons créé certaines formes d'ordre, mais ces ordres sont entrés en chaos aussitôt que nous avons croisé les autres, et ce chaos est en train de générer de nouvelles ordres dans lesquels nous sommes en train maintenant de nous créer à l'instant. Donc, je me dirais qu'à l'instant où nous passons, nous sommes en train de nous créer. Nous sommes en train d'apprendre à vivre avec le schème imposé, mais tout en essayant un peu d'imprégner nos singularités. Une autre particularité, nous tous nous avons été colonisés, Patrick Balelo. L'Afrique a été colonisée, l'Asie a été colonisée, oui. Les États-Unis ou l'Amérique a été colonisée. Mais comment expliquer, je ne peux pas dire, bon, je ne mâche pas les mots, je dis l'échec en quelque sorte de l'Afrique aujourd'hui. Quand on regarde les pays asiatiques, Patrick Balelo, ils ont émergé. L'Inde, pas l'Indochine, le Singapour, Taïwan, Japon et Philippines et tout ça. Ouais. Ils ont quand même émergé malgré la colonisation. Mais nous, pourquoi l'Afrique n'émerge pas? Nous n'avons pas vécu la même histoire. Nous n'avons pas démarré avec les mêmes bases. Comment ça? Nous n'avons pas vécu la même histoire dans quel sens? Nous avons vécu 400 ans. 400 ans de déshumanisation. Jusqu'à tel point qu'il y a eu certains réflexes qui sont entrés en nous. Nous avons subi l'assimilation, qui est un processus psychologique qui nous a aliénés dans notre nature africaine. Les Japonais n'ont pas subi l'aliénation? Ils n'ont pas subi cela. Quand vous regardez la colonisation chinoise ou britannique au Japon ou la colonisation occidentale au Japon, vous allez vous rendre compte que là-bas, c'était quasiment une certaine forme de protectorat. Nous n'étions pas des humains. On a été déshumanisés. On nous a enlevé cette humanité. Pour eux, nous n'étions pas des humains. On nous exposait dans deux eaux. La dernière expulsion, c'est 58 en Belgique. Par exemple, là c'est en Belgique, mais dans d'autres coins d'Europe aussi, ça se faisait. On nous a enlevé cette humanité. Ce n'était pas le cas des Japonais. Ils étaient pris comme étant des humains, mais un peu inférieurs. Des classes inférieures. Tandis que nous autres, nous étions pris comme des animaux. Est-ce que cela nous a empêchés? Nous avons pris conscience de ça. C'est que moi je ne comprends pas. Il y a un élément. On a pris conscience de ça, mais comment on n'émerge pas? Il y a un élément de 400 ans. Et puis, donc, on a pu intérioriser notre, comment on appelle ça, notre infériorité psychologique. On a pu intérioriser cela. On a accepté notre position. Et il y a eu l'éducation qui était orientée déjà à nous caser à ces niveaux que nous sommes, à travers une certaine forme d'assimilation, mais aussi une certaine forme d'orientation de cette éducation, qui a fait perpétuer un modèle qui fait en sorte que ça nous a préparé déjà à être toujours inférieurs. Et cette éducation, au niveau de l'Afrique, quand vous remarquez aux heures des indépendances africaines et asiatiques, on n'est pas parti sur la même base. L'élite intellectuelle chinoise ou l'élite intellectuelle asiatique universitaire était en grand nombre comparé à ce que nous autres nous avons eu. Le Congo, par exemple, un pays avec plus de 30 millions plus ou moins d'habitants, en 60, avec plus ou moins 16 universitaires. Orientés dans quoi aussi? Dans le secteur juridique pour la plupart et dans des secteurs qui ne fabriquent pas les richesses. Dans des secteurs qui sont censés gérer ce que les autres ont fabriqué. Donc, c'est ce mauvais départ-là qui... C'est ce mauvais départ. Dans les discours du roi Baudouin, il a même précisé que les difficultés qu'auront les prochains dirigeants, ce sera plutôt sur la formation de l'élite. De l'élite. Nous n'avons Donc, pas... il nous faut un nouvel ordre pour l'Africain, pour le Noir en général. Il nous faut un renouveau de la formation de notre élite, parce que c'est seule la formation qui nous permettra d'avoir une vraie émancipation. Le noir de par le monde, c'est la question. Pourquoi le noir est toujours inférieur? Partout dans le monde, à part même l'Afrique, aux États-Unis, partout, le noir est toujours considéré comme un sous-homme. Il a subi partout des politiques qui le déshumanisaient, qui l'ont rendu psychologiquement inférieur. Et ces derniers temps, c'est un sentiment de refus de cette position-là.
on se dit aussi que nos vies comptent. Par exemple, aux États-Unis, vous constatez ce qui se fait avec le Black Lives Matter. C'est une expression de notre identité que nous sommes aussi humains. Nos vies comptent aussi. Il y a eu cette acceptation pendant un longtemps due à l'ignorance, mais à cette ère de l'information, à cette ère, comme certains diraient, du verseau, on se rend compte que le noir commence à prendre conscience que leur vie compte. Est-ce que le noir a-t-il colonisé quelque part? Non, pas du tout, parce que ce n'était pas dans la logique des civilisations africaines. Ce n'était pas dans les logiques des civilisations africaines de manière globale. Quand vous regardez même en Égypte antique, jusque dans des dernières civilisations envahies ici, par exemple les Lunda, les Kuba et consorts, c'était pas trop dans notre nature. Il est vrai qu'il y a eu... Mais il y avait quand même des esclaves. Le terme esclave... Dans nos royaumes, dans nos empires, il y avait quand même des esclaves. Le terme esclave signifie en quelque sorte une déshumanisation qui rend l'humain comme étant un objet meuble. Donc il n'a aucun droit juridique, il n'a aucune valeur, tandis que dans la plupart des sociétés africaines précoloniales, ces types d'exploitation de l'humain par l'humain n'existaient pas. Il y avait ce qu'on appelle, il y a un terme spécifique qu'on emploie, c'était pas le corvée. Mais comment expliquer, par exemple, en Mauritanie, il y a encore des esclaves aujourd'hui. Cette classe des esclaves... Je parle des civilisations africaines précoloniales. Oui, mais précoloniales. Mais aujourd'hui, ça... Précoloniales, je prends l'exemple, par exemple, de l'Égypte. Parce que l'idée qu'on a de l'Égypte, par exemple, les Juifs ont été soi-disant rendus esclaves en Égypte, d'après la Bible. Mais la réalité historique s'avère être fausse. Cette réalité n'a jamais existé, dans le fait. La civilisation égyptienne était quasiment jusqu'aux frontières d'Israël à l'époque. C'était inclus en réalité dans le territoire égyptien. Et quand on regarde l'histoire, on se rend compte que cette histoire n'était qu'un mythe construit avec le temps. Les Égyptiens n'ont jamais utilisé des esclaves avant l'ère ptolémaïque. Dans l'ère moderne. Aujourd'hui, par exemple, en Mauritanie, moi je suis choqué aujourd'hui de voir qu'en Mauritanie, il y a des esclaves aujourd'hui en Mauritanie. C'est la logique de la rabbinisation de ce territoire mauritanien. Parce que vous allez vous rendre compte que l'Afrique a subi des invasions chrétiennes occidentales et musulmanes, mais aussi musulmanes. Et dans les logiques des pays chrétiennes et musulmanes, d'idéologie théiste, la logique de la hiérarchisation de l'humain, qu'on appelle une certaine forme de racialité, parce que l'idéologie du race vient du fait qu'il y a certains qui pensent qu'il y a une hiérarchie parmi les humains. Donc il y a des classes supérieures, issues directement de Dieu, et puis il y a des classes inférieures, ici je ne sais pas moi de qui. Du diable peut-être. Peut-être. Et dans cette logique-là, on déshumanise déjà ce qui ne nous vous ressemble pas. Et c'est une idéologie de ce type de croyances théistes qui ont pu envahir l'Europe, mais aussi l'Asie, différemment de la logique africaine qu'on appelle de nos jours animisme, qui est une certaine forme de panthéisme, qui considérait l'autre comme étant son égal, mais sous une autre forme. À la toute dernière question, nous sommes vraiment à la fin. La colonisation a été objectivement bonne pour nous? Bon, ça dépend de l'angle dans lequel on regarde la question. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On regarde l'évolution du monde. On voit la vie qui naît dans l'eau, sous forme microbienne, qui s'est métamorphosée avec le temps jusqu'à devenir l'humain, il y a seulement 300 et quelques mille ans, d'après les dernières recherches. Et cet humain, qui vient de l'Afrique, sort de l'Afrique pour visiter le monde, une partie, pendant que les autres sont restés. Et il y a eu une période où cette partie qui est allée loin a commencé à venir recroiser ce qu'il a pu laisser avant à cause des raretés des ressources. Et à chaque fois qu'ils se sont croisés, il y a eu choc des civilisations. Et pendant ce choc, il y a des ordres nouveaux qui émergent, différemment des ordres anciens qui différaient des ordres qui viennent d'arriver. Et du coup, il y a eu choc, et à l'instant où nous passons, il y a une certaine forme d'homéinisation de fait, une certaine forme d'équilibre qui va naître, une certaine forme d'ordre nouveau qui va naître, qui, si l'humanité la conduit correctement, ça créera en réalité une société plus globalisée, mais qui sera plus inclusive dans le développement, ou plutôt, on risque d'avoir une société qui va s'éteindre à cause de sa bêtise. On a vu des grandes civilisations s'éteindre, mesdames et messieurs, la civilisation égyptienne, la Grèce antique et partout. On se demande si nous ne sommes peut-être pas en train de vivre aussi les déclins de beaucoup de civilisations aujourd'hui. J'y pense.
J'y pense énormément. Voilà, mesdames et messieurs, c'était avec Patrick Balello. Alors, on n'a pas vu le temps passer. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission, mesdames et messieurs. La colonisation, bonne ou mauvaise chose, c'est toujours un débat. Même en Occident, nous suivons. Il y a des gens qui disent toujours que que la colonisation nous a apporté la civilisation. Patrick a dit non, parce que nous avions notre propre civilisation. Donc, on nous a déshumanisés. Et Nos propres civilisations, voilà, parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Merci. Nos propres civilisations nous a déshumanisés, et voilà, mais avec le temps, nous sommes aujourd'hui des intellectuels, il faut aujourd'hui qu'on réapprenne à vivre, que nous réapprenions notre propre histoire, notre propre culture, et je pense que l'Afrique pourra apporter quelque chose dans l'humanité. Mesdames et messieurs, on se retrouvera prochainement pour une autre émission.